Chef d'entreprise. Moi aussi, je suis une ancienne chef d'entreprise parce que j'ai un profil un peu spécial en tant que présidente de l'AOC Piment d'Espelette, enfin AOC puisque l'AOC va disparaître au 31 décembre. Donc on va devenir que AOP. Mais c'est vrai que ça fait 2 ans et demi que j'assure mon mandat de présidente et je suis un peu atypique à partir du moment où je suis une femme venue du monde de l'entreprise, qui est venue dans le monde agricole par passion. Donc j'ai une approche et une vision différente quelquefois de certains de mes confrères qui sont purement agricoles. Voilà. Donc le piment d'Espelette, c'est vrai que le Pays Basque, on ne peut pas le concevoir sans le piment d'Espelette, puisque nous parlions de la marque territoriale tout à l'heure. Il y a eu dans les études de faisabilité de la marque territoriale des enquêtes auprès de panels dans les rues à Toulouse, à Paris, avec des produits. On les a interrogés sur la société qui a été en charge de cette étude de faisabilité, les a interrogés et entre autres dans les questions qu'ils ont posées à ces panels, ça a été de dire mais pour vous le Pays Basque est illustré par quel produit? Et nous sommes arrivés, Piment d'Espelette, premier ex-aequo avec le surf. Ça a été, moi j'étais ravie. Je vous dirais franchement que dans mon conseil d'administration, on a ouvert, non pas des bouteilles de champagne, parce que ça ne se fait pas dans le milieu agricole, mais d'excellentes bouteilles de cidre, basque évidemment, parce que j'ai trouvé l'information exceptionnelle pour nous qui ne sommes qu'une petite filière paysanne. Une filière agricole, ça se compte par milliers d'exemplaires, de producteurs. Nous sommes 160 producteurs. Donc nous sommes tout petits, nous sommes totalement artisans. Donc c'est vrai qu'au Pays Basque, on aurait pu imaginer par exemple que le jambon de Bayonne, qui est une IGP, qui a une surface d'activité et financière très importante puisqu'ils peuvent faire des spots à la télé, ressortent comme une image du Pays Basque. Or nous, en fait, nous petits paysans, petits cutéreux, souvent je dis ça, des fois il y a des gens qui sont un peu choqués, mais nous sommes des petits cutéreux, et nous petits cutéreux, nous représentons le Pays Basque à l'étranger, à l'extérieur de nos frontières du Pays Basque. Peut-être que le jambon de Bayonne n'est pas que basque. Voilà, mais il s'appelle jambon de Bayonne quand même. À cause du porc. Bon, voilà. Là, je ne viendrai pas dans un domaine qui est glissant. Parce qu'il est salé au sel de Salis. Bon, écoutez, c'est des subtilités qui peut-être peuvent échapper, dans mon esprit, échappent aux consommateurs lambda de Toulouse et de Paris. Il se fait que c'est nous qui sommes arrivés avec le surf, et le surf aussi, ça veut dire que le surf, c'est une authenticité, un art de vivre basque. C'est vrai qu'au Pays Basque, on est authentique, c'est d'ailleurs ce que je clame dans la marque territoriale, nous devons être authentiques, vrais. Donc tout ce qui porte le nom, ce qui pourrait porter le label Pays Basque doit être du Pays Basque, les savoir-faire, l'histoire et puis la matière première. Voilà. Donc pour le piment d'Espelette, comme je vous le disais, nous avons eu notre AOC en 2000 et notre AOP label européen en 2002. Nous avons commencé... Alors je vais vous dire bonjour messieurs, dames. Alors, très bien. Donc Martine Damois, présidente de l'AOC Piment d'Espelette. C'est moi. Voilà. Hier j'étais au CISCA, j'ai rencontré des gens à Toulouse, et ils m'ont dit c'est encore vous, je vois tout le temps dans les journaux, c'est insupportable, il y a encore eu ce week-end un article, voilà. Alors AOC, c'est appellation d'origine contrôlée. Ça, c'est le label français. Le label européen, donc, qui va prendre la suite au 1er janvier, c'est appellation d'origine protégée. Voilà. Puisque l'Europe travaille beaucoup par zone géographique. Donc, nous avons eu l'AOC en 2000. Nous étions une petite poignée. Enfin, moi, je n'y étais pas. Moi, je suis entrée en 2002. Mais à l'origine, 2000, une petite poignée de producteurs, une forte culture. C'est vrai que notre filière est très atypique dans le monde agricole, comme je vous le disais, par notre petite taille, mais aussi par des approches différentes, c'est-à-dire que dès l'origine, la première présidente, puisque dans le piment d'Espelette, nous avons eu 4 présidents, il y a eu 4 présidents jusqu'alors, 2 hommes, 2 femmes, donc parité égale. On n'a pas besoin de décret comme dans la politique pour imposer, je ne dis pas pour vous messieurs, je ne veux pas vous viser, mais bon, dans le piment d'Espelette, on est 50-50. Mais c'est vrai qu'à l'origine, il y a eu une philosophie de se dire nous sommes paysans, mais nous voulons transformer notre matière première produite dans nos champs en un produit fini ou semi-fini.
Et donc il y a eu aussi cette volonté de porter très haut l'étendard du Pays Basque à travers le piment d'Espelette. Donc c'est une culture, à forte culture, non pas d'entreprise, mais à forte culture de filière. Donc notre parcours, il a été fait de nombreux succès parce que d'abord nous avons été portés par un collectif de population, portés par des ambassadeurs dans la gastronomie. Notre créneau, on avait dessiné, enfin, à l'origine, il y a eu un mouvement spontané, une stratégie spontanée, qui, moi qui suis du milieu marketing, je trouve fabuleuse. Il y a eu aussi une définition de se dire, dans le milieu agricole, très souvent, les agriculteurs vont s'adresser à des très gros acheteurs, hein, qui après ça les pressent, les moulines, etc., etc. Là, il y a eu un mouvement d'aller directement vers des ambassadeurs, restaurateurs haut de gamme. Donc nous avons été, nos lettres de noblesse dans la restauration ont été portées par des Michel Guérard, des Paul Bocuse, etc., etc. Et à l'heure actuelle, nous avons toujours cette approche de rester très vers les grands chefs. Hein. Donc notre filière, eh bien, elle s'est développée très forte, avec des fortes valeurs, très rapidement. Depuis 2008, c'est-à-dire presque depuis ma mandature, en fait, nous sommes dans un grand 8. Parce que nous croissons, nous avons pris près d'un tiers de producteurs en plus en 3 ans. Donc d'une vingtaine de producteurs, 10 ans après, nous sommes à 170 opérateurs, ce qui est très fort, c'est une très forte impulsion avec une notoriété très forte. On l'a au Pays Basque bien évidemment, on l'a en France, on commence à l'avoir en Europe et on a une petite tête de pont de producteurs qui commence aussi à aller à l'export. Export plutôt nord, puisque notre piment d'Espelette, malgré son nom piment, est un piment mais pas agressif. C'est un piment qui donne une chaleur en bouche mais qui n'est pas piquant. Voilà. Le piment d'Espelette est réputé pour sa gamme aromatique plutôt par un piquant agressif. Voilà. Donc bien, le piment d'Espelette se développe. On a une tête de pont d'une quinzaine de producteurs qui commencent à aller à l'étranger, donc Europe du Nord, Amérique du Nord et un peu le Japon. Voilà. Tous les pays du Sud ne sont pas nos marchés, hein, puisque dans ces pays, des pays du Sud, ils sont beaucoup plus habitués à des piments forts, et nous on serait trop fades. Voilà. Donc voilà. Sinon, que vous dire au niveau de notre structure de producteurs, nous avons donc 161 producteurs, une douzaine de transformateurs, mais dans ces douzaines de transformateurs, deux petites industries agroalimentaires ou deux petits artisans qui sont Bipiac ou Soberry, mais qui ont toujours été partenaires avec nous, un conditionneur qui est Saint-Aubin, et le reste des transformateurs, en fait, ce sont des producteurs qui ont une double casquette, et de producteurs et de transformateurs pour faire des produits dérivés. Puisque le développement de notre gamme a été d'abord évidemment le produit d'appel, la poudre, mais après ça, évidemment, il y a eu une constitution de fait auprès de nos clients par certains producteurs d'une gamme qui s'est déclinée en purée, gelée, moutarde, huile, etc., etc. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Je vais vous faire goûter de la poudre tout à l'heure. Je pense que pour vous le découvrir. Je crois qu'il faut peut-être aussi dire que dans le cahier des charges, les producteurs n'ont pas le droit de mélanger des poudres d'une année sur l'autre. Voilà, alors on a un cahier des charges, mais bon, c'est vrai que pour moi c'est évident, mais vous avez raison de me ramener à cette approche-là. Une AOC, c'est un cahier des charges qualitatif et de contrôle extrêmement pointu. Il faut vous dire évidemment qu'une AOC, c'est un bouclier, c'est un levier de croissance, mais c'est aussi une très grosse contrainte financière pour chaque producteur, puisque nos contrôles, nous avons un quart de la filière qui est contrôlée chaque année. Nous sommes une des très rares filières AOC à avoir maintenu un contrôle sur chaque lot de poudre qui sort de chez nous, enfin de chez nos producteurs, sont automatiquement passés en jury à l'aveugle pour l'obtention de l'AOC, alors que dans d'autres filières, dans la majorité des filières AOC, c'est des passages en jury par sondage. Nous, c'est systématique, le moindre gramme de poudre est passé en jury. Donc ça a un coût, ça coûte cher. Oui, tous les jeudis pendant la saison, il y a des dégustations. Depuis le mois d'août jusqu'au mois de février. Au niveau de la commercialisation, chaque producteur est indépendant ou il y a une structure qui commercialise ? Alors là aussi, nous sommes une exception dans le monde agricole. Nous sommes une des très rares filières agricoles à ne pas avoir de coopérative. Alors ça a un côté intéressant. Bon, moi qui suis pour une économie libérale, je trouve ça très intéressant parce que ça donne une dynamique de développement, une dynamique commerciale très intéressante.
Maintenant, le point négatif, c'est que par moment, on a un petit peu un corps désarticulé, où certains vont avoir des actions commerciales qui ne sont pas cohérentes avec ce que nous, on initie. Nous, au niveau du syndicat, on a 3 missions. On a la protection, on a la gestion et on a la communication. Donc bien évidemment, par le biais de la communication, quand nous faisons nos brochures, on donne une position produit, une image produit bien définie. Maintenant, nos producteurs, on leur fournit cette communication gratuitement. On communique nous aussi via les journalistes, via les différentes manifestations que l'on tient. On donne une image produit. Maintenant, nos producteurs, la difficulté, c'est quelquefois, c'est que nos producteurs... Vous savez, c'est très compliqué d'avoir le métier d'agriculteur et le métier de commerçant. Donc, quelquefois, il y a un bug. Donc, c'est un peu la limite d'avoir 160 commerciaux indépendants. Ça n'a rien à voir avec Idoki, il n'y en a pas qui sont Idoki. Si, dans notre filière, nous avons quelques producteurs qui sont Idoki, comme nous avons quelques producteurs en bio. Mais là, je dirais que le piment d'Espelette est une... D'abord, le piment, ce n'est pas une plante malade, donc on traite très peu. Dans notre cahier des charges, on a un apport de fumier en théorie, enfin un apport d'engrais qui est un engrais naturel. Donc c'est vrai qu'on a peu dans notre filière des producteurs bio parce que finalement notre culture en général c'est un produit qui est naturel. Ouais. On n'a pas de prédateurs, on n'a pas de grosses Pour la vente, toutes les maisons qu'on peut aborder de presque de piment, ce sont des producteurs qui ont leur maison ici et qui vendent sur place. Non. Bon, on a quelques producteurs. Vous avez la maison de Marichou Garacoche qui est un petit peu plus loin, qui est notre première présidente. Elle a toujours une façade magnifique avec des cordes magnifiques. Mais là, c'est plutôt un décor, puisqu'avant, les gens séchaient le piment en façade. Donc, c'est pour. Bon, disons que le piment d'Espelette, pour moi, c'est aussi beau que bon. C'est vrai. Voilà. Le beau, c'est les cordes. C'est ce que ça fait le succès d'ailleurs. Voilà, nous on a un produit, je dirais presque un peu alchimique. C'est-à-dire qu'on a cette notion, on a une forte identité locale, visuelle, on a un produit qui est très beau. La corde en façade, ça, pour beaucoup de cartes postales, c'est le cliché du Pays Basque. On a le bon parce qu'on est la seule épice en France à bénéficier d'une AOC. Donc on a aussi ce critère. Et puis quand les gens nous achètent du piment d'Espelette, il y a ce côté, bon, dans le flacon, c'est que du piment, il n'y a aucun additif, il n'y a aucun colorant, c'est vraiment un produit naturel, c'est un produit qui est visuel, qui est goûteux, c'est un produit qui est beau, il y a la corde qui va avec, et puis les gens achètent aussi du Pays Basque, ils achètent aussi quelquefois, il y a un côté imaginaire, hein, pour moi il y a une touche aussi imaginaire de se dire, tiens, ça nous rappelle les vacances au Pays Basque ou autre. Donc c'est vrai qu'on a... C'est le produit à la couleur du Pays Basque. En plus, je ne vous dis pas la plante. Moi, dans mon champ, je suis toujours un peu... ça m'énerve un petit peu, le vert, le rouge, le blanc, au bout d'un temps. Mais en même temps, c'est vrai que sur une plante de piment d'Espelette, vous avez le rouge, le vert et le blanc de la fleur. Donc on a le fruit qui est pas encore mûr, qui est vert, et le fruit qui est mûr, qui est rouge, et la petite fleur qui est blanche, toujours sur le même arbuste. Puisque le piment d'Espelette, c'est une plante annuelle que l'on sème au mois de mars, qu'on plante au mois d'avril-mai dès qu'on ne craint plus les giboulées, les grêles, et qu'on va commencer à récolter au mois d'août. Et notre dernière récolte, notre période de récolte va aller d'août jusqu'au 1er décembre. À partir du 1er décembre, même si dans notre champ il y a plein de piments parce que l'arrière-saison a été belle, comme cette année, tant pis, on arrête là. Donc, alors moi, quand je vous disais quelquefois, il y en a marre du vert, du rouge et du blanc, donc souvent, parce que j'aime aussi les abeilles, je plante des gros tournesols jaunes pétants pour changer un peu les couleurs, parce que bon, c'est un petit peu hard, quoi, quelquefois, un peu monotone. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Dites-moi. J'ai envie de savoir comment vous avez entrepris cette démarche AOC, AOP, qui l'a portée, comment ça s'est passé, combien d'années, quelles difficultés? Des difficultés, il y en a pour toutes les filières qui veulent rentrer dans des grands labels. Vous savez que l'AOC, c'est le label le premier, enfin celui le plus haut. Il y a 10 ans de démarche. Il y a eu une jonction entre des gens locaux, des politiques. La famille d'Araïdou a été un support. Il y a eu des gens passionnés dans le piment d'Espelette, dans les producteurs de piment, qui ont décidé, qui ont eu la volonté de se dire on va se protéger parce que nous, agriculteurs, comme dans beaucoup de régions, on est de plus en plus en péril. Et que dans nos exploitations, finalement, la brebis ou le maïs, ce ne sont pas des revenus peut-être suffisants pour que les fermes perdurent. Donc il y a eu une volonté de se dire, mais si on développait le piment d'Espelette, c'est un produit exceptionnel, il est bon,
L'histoire le fait remonter à l'époque de Christophe Colomb, des graines revenues par des marins qui sont venus au Pays Basque, des graines qui se sont habituées au climat d'ici. Et pourquoi? Parce que vous savez, dans une AOC, il faut toujours qu'il y ait de l'histoire. Il faut qu'il y ait toujours une preuve d'une culture historique. Donc elle l'avait. Et les gens se sont dit, mais finalement, c'est le piment d'Espelette, puisque c'est un produit, on ne le retrouve nulle part ailleurs, ce piment, pourquoi on ne le mettrait pas dans les fermes comme un complément de revenus? Donc c'est vrai que le piment d'Espelette, à l'origine, ça a été de se dire, bah tiens, on va pérenniser la vie des exploitations en ajoutant la culture du piment d'Espelette. Après, bon, maintenant, je vous dis, bon, moi en 2000, quand j'avais regardé un petit peu les chiffres, en 2000, la moyenne de pieds de piment par exploitation, c'était à peu près 7000 pieds par exploitation. On en est à 20 000. À 20 000, ça veut dire que maintenant, en 10 ans, le métier, alors certains appellent ça le métier de pimentier, je ne sais pas si le mot est correct, j'ai jamais eu le temps de regarder, mais il faudrait que je regarde un moment. Ce métier de pimentier a évolué d'un complément de revenu, maintenant c'est une profession à part entière. Voilà. En tonnage, vous faisiez combien de tonnes par an ici? Oh, pas grand-chose. Là, pour vous donner un chiffre, je vous disais, en AOP, il y a 3 produits. Vous avez le piment anti-frais, donc on ramasse comme ça, brut. La poudre, donc qui est le produit le plus important. La poudre, en 2009, la récolte 2009, on était à 98 tonnes. 2010, on est monté à 131 tonnes. 2011, on n'a pas encore les chiffres puisqu'on est encore en cours de jury. Ça va durer jusqu'au mois de février. Et on a fait 140 000 cordes. On a vendu 140 000 cordes. Oui, la corde, c'est un chiffre stable. La poudre, ça augmente énormément. Jusqu'à l'année dernière, nous avions une demande de marché supérieure à notre offre. Maintenant, on est à l'équilibre, je pense. Ce qui est important à remarquer aussi, c'est que je parle sous votre contrôle, dans le cahier des charges, il est interdit de mettre les piments au frigo. Oui, on ne peut pas les conserver en frigo pour qu'ils bénéficient de l'appellation. Tout à fait. Il n'y a pas de frigidaire, il n'y a pas de congélation, il n'y a pas de technique. On le ramasse, on le fait sécher, ou on l'envoie éventuellement à certains producteurs qui l'envoient à des transformateurs, mais c'est sur la zone. Et il y a 48 heures maximum, hors évidemment frigidaire. Même le camion réfrigéré n'a pas le camion réfrigéré n'a pas le droit. Non. Comment vous avez délimité la zone? Alors ça a été fait par l'INAO. L'INAO est l'Institut national d'appellation d'origine. D'appellation d'origine, absolument. Ils sont venus avec des experts, géographes et autres. Ils ont défini par rapport à... Au terroir, non. Voilà, le terroir bien évidemment, mais un terroir défini par rapport aussi au climat. La climatologie. Qui est un microclimat sur les 10 communes. Il y a 10 communes. Il y a 10 communes. Il y a 10 communes, d'ailleurs je crois qu'Espelette est la deuxième commune qui produit. La première c'est Cambo. Ah oui. Il y a, pour vous donner un exemple, on est 161 producteurs, si on retire si on a hors opérateur. Sur les 160 producteurs, il y a une vingtaine de producteurs à Espelette. Tout le reste est dans le restant de la zone. Donc, il y a un autre espagnol. Non. Il s'est toujours appelé Espelette. Alors, bon, moi, je vais vous donner la version qu'on m'a donnée quand je suis rentrée dans le piment. Je ne sais pas si c'est la vraie. En fait, c'était le piment. Les gens, si vous voulez, ça a été une culture essentiellement, au fil des siècles, qui était gardée dans le jardin potager par les femmes, principalement, et par les hommes qui gardaient cette épice pour conserver le cochon, le jambon pour les cochonnailles. Et après ça, petit à petit, il y a eu de la demande. Et les femmes l'amenaient au marché d'Espelette, puisque le marché de la région, enfin du coin, était à Espelette. Donc c'est devenu mais le piment d'Espelette. Et c'est comme ça qu'on est parti sur le piment d'Espelette. Mais je vous dis, il y a une vingtaine de producteurs, 160 à Espelette. Ce qui est intéressant, alors je parle aussi sous votre contrôle, mais ce qui est intéressant aussi dans l'appellation, c'est que ça n'a pas marché du premier coup. C'est-à-dire que quand il y a 20 ans, à peu près au tout début, quand on a commencé, à peine on n'en était pas encore à se poser la question de l'appellation ou pas, on a d'abord commencé par la fête du piment. Attendez, Oui, faites. Donc quelques jeunes du village ont voulu faire une fête comme on fait des fêtes de tout, et on a fait la fête à Espelette. C'était donc la fête, tant qu'à faire, à la fin de la saison, donc la fête du piment. Et donc,
c'était l'époque aussi, on en parlera ce soir avec Eric Oa, mais c'est l'époque aussi où les approches coopératives, à l'époque, en années 80, se mettaient en place. Et donc, quand je pense que quelques producteurs se mettent en coopérative pour démarrer cette approche autour du piment. On n'avait pas encore parlé d'AOC. On disait, tiens, on va se regrouper, on va apporter un produit un peu plus fini, et donc on se met en coopérative pour fonctionner. Ça démarre bien, et manque de peau, ça se termine pas bien, c'est-à-dire que le Crédit Agricole prend peur, il reprend ses billes, et la coopérative qui s'appelle Vipera, dépose le bilan. Et là où la petite histoire est très intéressante, c'est que justement parce que, c'est ce que dit M. Daraïdou à un moment donné, c'est justement parce qu'on a eu une difficulté que peut-être on a rebondi. Alors comment ça s'est passé sur le territoire, sur la côte, donc à Saint-Jean-de-Luz entre autres, la grande distribution que vous connaissez était déjà là, était déjà très dynamique. Manque de peau, c'était un bon produit, ce produit. Ça s'arrête. Il n'y a pas de raison. Les patrons de la grande distribution continuent à vendre du piment d'Espelette. Ils avaient baptisé du piment espagnol, le plum du pimenton, ils l'avaient baptisé Espelette, et ils continuent à vendre ça. Et donc c'est là qu'on s'est rendu compte que, qu'est-ce que c'est cette affaire? On arrête d'en produire, notre système s'arrête, et il continue à en vendre. C'est là qu'il devient stratégique et fondamental d'avoir enfin une appellation. Enfin, disons que j'y étais pas, hein, donc je raconte... Voilà, oui, c'est vrai que de ce côté-là, moi je parle en tant que présidente de l'AOC. Le passé, j'ai pas de regard, donc je veux pas être pour parler parce que j'entends tellement de versions différentes que je veux pas me retrouver dans des embrouilles. Mais c'est vrai qu'il y avait une demande réelle du Pays Basque pour ce piment qui était historique de toute façon. Bon, l'organisation d'une coopérative n'a pas fonctionné. Il y a différentes raisons, mais il y avait une demande. Et c'est vrai que cette demande, il y a eu des gens à forte impulsion qui ont dit mais tant pis ça ne marche pas avec la coopérative, on ira tous individuellement, mais on approvisionnera les gens locaux qui veulent notre piment. Voilà. Et puis finalement, après ça, il y a eu des déclics, des rencontres. Il y a eu avec l'INAO des gens qui ont été extrêmement partenaires, des gens qui ont quitté, enfin qui ne sont plus dans l'INAO ici localement, mais qui ont été des partenaires très importants, qui ont cru, parce que c'est vrai que dans un produit, comme dans une entreprise, dans le milieu agricole, c'est pas, il faut y croire, il faut être fier de ce que l'on porte. Et finalement, ils se sont dit, finalement, faisons une démarche de label, et comme ça, au lieu de s'organiser au niveau d'une entité commerciale, on va s'organiser au niveau d'une entité qualitative. Et après ça s'est développé, et on a une réussite très belle. Alors, dites-moi ce qui... Non, ça me vient, parce que je trouve qu'au niveau de l'entreprise, c'est tout à fait intéressant et remarquable de dire quelque chose qui ne marche pas parce que ça ne marche pas, fait que par la suite on se mobilise et on transforme ça en aspect positif. Ça, c'est vraiment intéressant, je trouve. C'est pas... On n'est pas dans le monde des bisounours où quelqu'un a une idée géniale, on y va et puis ça marche. Non, la vérité, elle n'est pas comme on voudrait quelquefois. Donc je trouve très intéressant. Voilà, c'est ça. Et ce produit est emblématique de la France. C'est-à-dire qu'il est non seulement emblématique du Pays Basque, mais aujourd'hui, quand un cuisinier anglais ou américain veut donner l'impression qu'il y a quelque chose de local, il met du piment d'Espelette. Voilà. Alors c'est vrai que le marché le premier marché du piment d'Espelette, ça a été un marché local. On est dans la phase maintenant, en développement commercial, du marché national. On a encore beaucoup de parts de marché à prendre. Avec des choix stratégiques de réseaux commerciaux qui ne sont pas aisés, comme je vous le disais, puisque chacun va au front différemment. Et on a tous des tailles très différentes, puisque dans nos tailles d'exploitation, ça va de 1 à 50. Donc les très grosses exploitations, elles sont tentées par la GMS. Notre socle historique de clients, c'est évidemment les épiceries fines, les restaurateurs, les grossistes ou les revendeurs sur les marchés, et les consommateurs, puisque là aussi, on a eu la chance d'être une fierté agricole et un produit qui le permettait d'aller directement, pour une part de nos ventes, directement aux consommateurs. Donc on est sur ce marché-là. Demain, on va à l'export. Vous parliez justement de la gastronomie. Donc c'est vrai que moi, je communique beaucoup puisque je cherche absolument, en tant que syndicat, à
préparer nos marchés de demain pour nos producteurs à l'étranger. Donc nous avons refait tout notre jeu de documentation il y a de ça 2 ans, et de documentation professionnelle, je l'ai fait faire en bilingue, français-anglais. Et évidemment que sur le marché français, nous partons avec l'étendard Pays Basque, et sur l'approche internationale, nous partons sous l'étendard de la gastronomie française. Là, on a fait une opération il y a de ça 15 jours, je suis montée à Paris, 15 jours, 3 semaines, puisqu'il y a eu une équipe de France des arts de la table qui s'est constituée, où il y avait les plus grands chefs, de Paris qui ont constitué cette équipe. Il y a dedans, je crois, une quinzaine de meilleurs ouvriers de France, il y a un Bocuse d'Or, enfin, etc. Et c'est cette équipe-là, on a été à leur première manifestation, leur dîner, un dîner thématique à Paris. On a été une des 4 filières agricoles à être présentes pour justement mettre en avant notre piment d'Espelette. Et cette équipe de France va aller maintenant à l'étranger. Donc là, évidemment, qu'on est sous une bannière France, la fraîche gastronomie. Est-ce que du fait que chaque producteur peut monter au front de manière indépendante, est-ce que sur le plan gustatif, ils peuvent mettre en avant des différences entre un piment d'Espelette et un autre piment d'Espelette, le producteur A et le producteur B, qu'est-ce qui peut le différencier? Je parle pas du prix. Alors, nous avons tous la même semence. C'est une semence que nous avons conservée. Chaque producteur garde sa semence. Donc quand j'achète des pieds de piment d'Espelette au marché de Dax pour les mettre dans mon jardin, c'est pas des bons? Normalement, ils ne devraient pas être vendus sous le nom piment d'Espelette déjà. Ils seront vendus sous la variété Gorilla, puisque la notion de piment d'Espelette est vraiment chez les producteurs. Bon, donc je dirais... Voilà. Et d'ailleurs, dites-moi qui c'est, parce que généralement, j'envoie automatiquement la répression des fraudes. Non, on ne fait pas ça. Oh, mais si vous saviez, tous les 15 jours, nous sommes... Bon, c'est le revers du succès, mais on a des abus de notoriété. On n'arrête pas, quoi. Donc c'est vrai que quand les gens vendent du piment d'Espelette, généralement... Au mois de mars, quand j'ai acheté des pieds. Bon, Alors, revenons à ma question. Alors, revenons dans votre question. Donc, nous avons tous la même graine, enfin la même variété de graines. Nous avons, alors donc ça c'est l'amont, l'aval c'est les jurys. Nous avons une grille organoleptique qui a été définie dans notre cahier des charges, au niveau de la couleur, je vais vous la présenter, au niveau de la couleur, du nez, de la bouche, du piquant, etc. Donc à la sortie, il y a un barème très net. Alors évidemment, c'est comme le vin, c'est-à-dire suivant notre terrain, notre exposition, notre type de terre, nous avons un rendu plus ou moins différent. Nous avons aussi un rendu différent avec les temps de maturation de séchage, parce qu'il y a un travail derrière. Il n'y a pas que la récolte, après ça il y a une maturation en serre, puisque donc, le piment on le cueille rouge. Après ça, si on va en faire de la poudre, on va le mettre dans une serre ou l'accrocher en façade. Bon, de plus en plus, on a poussé nos producteurs à être sous serre courant d'air. Il n'y a pas de choses artificielles, mais au moins sous un tunnel. Parce qu'en façade, il y a la pluie, il y a la pollution, tout là-dessus. Donc on a travaillé énormément au niveau des méthodes HACCP, c'est-à-dire des méthodes d'hygiène quand même. Donc il y a un travail de maturation du piment à l'air dans ces serres qui est un minimum de 15 jours dans le cahier des charges. 15 jours, c'est le minimum pour que les arômes se dégagent, qu'il y ait une perte d'eau et que les arômes viennent en avant. Mais on peut le garder en serre, ça c'est chacun qui le ressent, 15 jours, 3 semaines, 1 mois, voire davantage. Donc après ce temps de maturation en serre, après cette cueillette manuelle, ces tri dans la serre manuelle, on va nettoyer chaque piment un à un. On va retirer les pédoncules, les petites pourritures, parce que comme c'est un produit qui est quand même vivant, des petites pourritures qui se mettent dessus, donc on va le retirer à la paire de ciseaux ou au sécateur. Et après ça, on va aller broyer, on va mettre ça dans un four à pruneaux, type four à pruneaux d'Agen. Donc petite chaleur, 45-50 degrés, pendant 1 journée et demie, 2 journées, suivant la météo, etc. Et en sortant du four, dès que ça t'est dit, on broie et on met sous vide. Donc dans les familles d'arômes, il y a 3 familles d'arômes principales. Vous avez l'arôme foin séché, vous avez l'arôme fruité et vous avez l'arôme grillé. Donc quand j'achète du piment d'Espelette, je devrais le goûter avant pour... Vous verrez des différences. Ouais.
Parce que, alors, suivant les terres, suivant les périodes aussi, parce qu'on ramasse tous les 10 jours. Donc, évidemment, un piment d'été, si on a un été très chaud et sec, je vais avoir un arôme différent de l'automne si j'ai un automne très pluvieux. L'ensoleillement, la pluviométrie va changer. Et puis, vous avez des terrains qui vont donner une tendance plus forte sur le foin ou sur le fruité. Voilà, donc il y a ce côté, je vous disais tout à l'heure, on a un produit un peu alchimique. Voilà. Il n'est pas constant même chez nous. Hein. Pour Christian, où est-ce qu'on peut se procurer des graines? Non mais elle a dit que je vais voir avec elle après. Voilà. On peut aller à Saint-Paul tous les deux si vous voulez, c'est moi je suis Et les producteurs, comment faut-il pour se procurer les graines? Est-ce qu'ils les développent eux-mêmes ou est-ce qu'il y a une genre de coopérative qui leur revend les graines? Non, on sélectionne dans nos champs l'été des beaux fruits. Et puis c'est vrai qu'on est épaulé, on a été épaulé jusqu'alors par Blé, qui est donc... Blé étant l'association des producteurs bio. Voilà, disons que c'est des techniciens qui sont vraiment dans le bio. Bon, nous, ils nous accompagnent d'un point de vue technique. Là, on a fait une embauche, on va prendre une technicienne à plein temps chez nous à partir du 1er janvier. Mais disons qu'ils ont appris à nos producteurs comment sélectionner les plus beaux fruits et surtout des fruits qui soient... au niveau génétique varié, c'est-à-dire qu'on dit toujours à nos producteurs, ne ramassez pas simplement des piments le 1er septembre parce qu'ils sont magnifiques, ils sont gorgés de soleil, prenez-en aussi un petit peu de l'automne, à des moments différents, pour que génétiquement ils se renouvellent. Et puis on peut avoir un piment qui a été cueilli, enfin la graine qui a été ramassée en été sec. Si l'année suivante on a une saison extrêmement pluvieuse, le piment va souffrir. Parce que le piment, on parlait tout à l'heure de la zone géographique, bon, c'est un microclimat. Le piment aime de l'humidité, mais il a horreur d'avoir de l'eau au pied. Donc, dans la sélection de la zone, vous avez sur les 10 communes qui sont affichées là, sur les 10 communes, vous en avez 2 où 100% des terres agricoles ont été, théoriquement, seront agréables. Et il y a sur 8 autres communes, il n'y a qu'une toute petite partie du territoire agricole qui pourra être agréée. Et le versant, il est quoi? Il est plein. Des terres qui sont sud, peu d'argile, parce que justement le piment n'aime pas avoir les pieds dans l'eau. Donc il faut une terre perméable, il ne faut pas de forêt. Oui, on pourrait drainer. Voilà, oui, mais enfin bon. C'est un produit. Nous, par exemple, pour vous dire, l'été, même en pleine canicule, il faut vraiment des cas exceptionnels. Je crois que j'en ai connu 2 en 9 ans. Nous n'avons même pas le droit d'arroser. Tout doit être fait par le ciel. Donc, se dire on est sur terre argileuse, on met des drains, machin, ça, c'est pas acceptable. C'est pas dans le cahier des charges. Voilà. On a un produit vraiment très exigeant. Ça va rester entre nous, mais comment est-ce que vous entendez sur les prix entre 160 producteurs? Pour l'instant, on n'a pas trop de problèmes. Il y a des petites fluctuations. Bon, moi, d'un point de vue marketing, je vous dis qu'on a un produit fabuleux. On n'a pas de concurrence. On est sur une position de niche. C'est vrai. Oui. Et tout le monde va au même prix ou il y a des distorsions importantes? Non, il n'y a pas de distorsion importante. Il se ferait du tort sur le manque. Oui, bon, il y a toujours. Il peut y avoir quelques cornichons, mais hormis ça. Il y a un prix syndical, il y a un prix. Non, il y a un prix. Vous pourrez tuer la poudre de l'autre. Un prix du Oui. sol. Ils sont bien concurrents, ils sont là. Les producteurs sont sous. Non, mais pourquoi casser le marché si. Mais ils ont C'est reconnu ce que que je j'avais dis. prix. Pourquoi casser? Pourquoi vous allez vous entretuer? Ça sert à rien. Mais c'est bien pour ça que derrière ça, 160 producteurs, pour que ça marche, il faut qu'ils vendent à peu près au même prix. Quand on vend à peu près au même prix, pour moi, il y a entente. Et donc, comment vous réglez ça? Non, parce que il y a quand même. Non, je pense pas qu'il y ait de discussion, mais je pense qu'il y a quand même un point très qui est pour moi aussi une sécurité dans notre filière, parce qu'on a des très gros qui rôdent autour de nous, hein, évidemment. Hein. Je parle de très gros en industrie, très gros en GMS. Justement, des gens comme, je sais pas, je dirais la Berry, Delpera, ces gens-là. Ducros. Ducros, oui, on pourrait très bien acquérir des producteurs là, Bien sûr. d'eux, et puis derrière développer. Non. Non mais attendez, indirectement, j'en sais rien. Parce qu'il y a quand même un cahier des charges. Il y a un cahier des charges qui est assez précis sur le nombre de pieds et ainsi de suite. Non. Donc, Il pourrait. Non, le cahier des charges. Mais si Le c'est cahier pas, des charges. elle ne crachera pas le morceau. Non mais non, je dis Non, pas. mais je suis tout à fait raisonnable, monsieur, parce que moi j'ai lancé depuis 1 an et demi une réflexion sur notre cahier des charges pour justement
essayer de nous prémunir de ce genre de danger. Je parle du jambon de Bayonne, vous voyez. Ils sont là, et le danger, il est là. Le jambon de Bayonne, c'est la Non. Si. Je vous coupe. Il me coupe. Le jambon de Bayonne, c'est un cahier des charges. Comme le piment d'Espelette. C'est pas le même. Moi, je vous dis, on en parlera ce soir parce qu'on aura un peu plus de temps peut-être. Mais le cahier des charges, c'est des gens qui le font à un moment donné. Oui. C'est la FNSEA qui a négocié le cahier des charges du jambon de Bayonne. C'est pas n'importe qui. Parce qu'il n'y a pas la FNSEA au piment d'Espelette. Non. Mais ça a été mieux géré. C'est tout ce que je veux dire. Dans le cahier des Parce charges, qu'il n'y les a pas la gens se Peut-être FNSEA. que le Bayonne avait Non. fait déjà des erreurs que le Non, je vais revenir sur Fais revenir ma- un point essentiel. Parce que je bataille énormément depuis 1 an et demi sur cette refonte du cahier des charges. Un cahier des charges, c'est un cahier des charges de production essentiellement. Le problème, c'est qu'on est sur un marché. Et moi, ça me met souvent en rogne s'il y a des notions de marché qui ne peuvent pas rentrer, de protection, qui ne peuvent pas rentrer dans un cahier des charges. Parce que l'INAO vous dira, un cahier des charges, c'est des réglementations de production. Et ça n'a rien à voir avec une gestion de filière. Et le danger dont monsieur parlait, c'est une évidence que nous l'avons. Hein, on voit, pour l'instant on ne l'a pas eu, mais on voit Leclerc, hein, par exemple, qui à l'heure actuelle se développe en assimilant des unités de production. Ce que fait Intermarché. Ce que fait Intermarché, ils y vont de plus en C'est plus. la plus grande flotte de pêche française, c'est Intermarché. Donc, et ça ne rentre pas dans notre cahier des charges. L'INAO n'en veut pas. Et l'Europe, parce que moi je bataille beaucoup avec l'Europe, C'est ça. c'est un cauchemar, Voilà. parce qu'ils vous disent « Ah, mais attendez madame, vous voulez protéger votre filière, mais vous faites du protectionniste. » Non. Il faut, les moyens financiers entre un industriel et un agriculteur ne sont pas les mêmes. Ils me disent non, l'Europe c'est la libre circulation, c'est la libre concurrence. Et quel est votre pouvoir de lobby au niveau européen? Parce qu'en fait, c'est que des histoires de lobby, l'Europe. Voilà, ça aussi je le découvre parce que à tel point, c'est que, si vous voulez, il y a 4 filières AOP sur le piment en Europe. Il y en a 2 en Espagne, qui m'ont appelé l'année dernière où je suis allée les voir, le piment de Murcia, parce qu'ils étaient vraiment dans l'embrouille, et le piment de Hongrie, qui a eu son appellation l'an passé, qui est venu me voir aussi l'année dernière. Nous sommes 4 donc, filières AOP de piment, sur des savoir-faire distincts. Hein. Sur les 4 AOP, vous en avez 2 qui travaillent sur la couleur, 2 sur le goût. Et les 2 qui travaillent sur le goût, c'est le piment de la Vera, qui est un piment très particulier, c'est un piment fumé, qui parfume principalement les chorizo, entre autres, et puis le piment d'Espelette. Et eux, ils se sont trouvés, donc excepté la Vera et nous, mais les 2 autres filières qui étaient très connues, le piment de Murcia et le paprika de Hongrie, qui étaient extrêmement connus pour leur couleur, leur colorant dans les industries et autres, se sont vus littéralement exterminés par les importations d'épices du monde entier, de la Chine, d'Amérique du Sud et d'Afrique. Maintenant, par exemple, un piment de Murcia, que vous achetez sous le nom de piment de Murcia, c'est 5% en AOP, alors c'était 100% au début du siècle passé, c'est 5% maintenant, ils sont tous regroupés dans une petite coopérative pour essayer de survivre, et 95% c'est de l'importation, ils rentrent du piment sur Murcia, sur la ville de Murcia, un petit coup de jet de vapeur, on transforme, c'est considéré comme transformé, paf, ça prend le nom espagnol. Et pourtant, vous avez du chorizo qui se fabrique avec du piment qui n'est pas du piment de là où vous avez dit. Hein. Ah mais il y en a partout. Oui. Mais là, on parlait de filière AOP, et le problème, c'est que justement, on a décidé de se regrouper, on a créé un axe, d'ailleurs je vais bientôt communiquer là-dessus, on est en train de finir notre dossier sanitaire, parce que l'Europe a commencé à réagir en disant sur des normes sanitaires. On a tous été traumatisés par le E. coli, etc., qui a eu des répercussions sur toutes les filières agricoles, aussi bien fruits et légumes. Bon, là, il y a des normes sanitaires où les importateurs ne veulent pas un certain décret a été mis en place sur l'ochratoxine, enfin c'est un peu compliqué, ils ne veulent pas que les importations aient ces mêmes exigences. Mais nous, on s'est regroupés en disant non, c'est pas vrai, parce que nous, AOP, vous parlez de libre concurrence, mais il faut qu'on ait les mêmes donnes. C'est-à-dire que nous, en AOP, les 4, on est sur un taux inférieur à 5. Eux, ils veulent 30. C'est-à-dire que là, on n'est plus du tout sur les mêmes notes, parce que nous, pour avoir 5, on a les contrôles, on nous exige des équipements, etc., etc. Donc c'est vrai que l'Europe, quand nous, on a commencé à se dire, bon, on va essayer de s'organiser pour essayer de se défendre, bon, moi, en principe, puisque je n'étais pas concernée, c'était plus sur le principe de la solidarité des filières AOP, des défenses de filières de qualité,
on m'a dit, mais chère madame, vous avez un lobby. Ah, j'ai dit, non, désolé, j'ai pas de lobby. Et c'est vrai qu'à Bruxelles, ça devient un gros problème. Ouais. Et vous avez l'intention de mettre en place De quoi donc un lobby Alors, bon, là, pour l'instant, donc là, on va lancer... on n'aura pas les moyens. À E4. Non, on n'a pas les moyens, parce que là, c'est des Vous avez regardé ouais. déjà. Les importateurs, ils font quasiment tout le marché de l'épice. Ils ont complètement étouffé les filières agricoles locales, européennes. Ils ont un argent fou. Par contre, on essaye là... Est-ce que vous pensez qu'ils ont un lobby, eux? Ah oui, ils ont un lobby. Ah, ils ont un lobby. Ils ont un lobby. De toute façon, maintenant, on voit bien, hein, les gros groupes, ils ont un argent fou. Quand moi j'ai appelé un journaliste, il y a un journaliste qui est spécialisé sur Bordeaux dans la défense des filières de qualité. Et quand je l'ai appelé en disant, bon voilà, on a tel projet, tout de suite, évidemment, il m'a dit, vous avez un lobby? Je dis, non, je suis désolée, j'ai pas d'argent, on n'est pas dans ce monde-là. Et bon, alors là, je suis en train de remonter par les ministères, par la répression des fraudes, par les députés européens. Bon, maintenant, est-ce qu'on arrivera à avoir gain de cause tous les quatre? Mais enfin, en tous les quatre, on est en train de faire un axe. Et là, dans 15 jours, on va aller sur l'Europe. Et on est prêt à défendre notre dossier sur Donc l'Europe. chacun de votre côté, vous remontez par les ministères pour aller... Voilà. D'accord. Pour faire une pétition commune avec des dossiers sanitaires en disant, voilà, nous, on est blindés, on regrette, mais pourquoi nous? Parce que si un jour, il y a un problème de sanitaire sur les importations d'épices, les gens, ils ne s'occupent pas de savoir si c'est du piment qui vient d'Afrique ou s'il est européen. Il est européen. On se fera massacrer. Mais enfin, je ne sais pas si le parallèle est bon, mais c'est ce qui est arrivé à la feta grecque qui s'est fait massacrer parce qu'elle n'a pas su se défendre. Qu'aujourd'hui, on peut donner le nom feta à un fromage qui y ressemble mais qui n'est pas fabriqué en Grèce. Tout à fait. Donc, ce qui est arrivé à la feta peut vous arriver demain aussi. Bien sûr. Thérèse, elles sont conscientes. Je veux dire, est-ce que... Bon, Oui, non, mais... On est conscient, le problème c'est d'avoir les outils pour essayer de se protéger. C'est le moyen. Le problème, c'est le poids que vous pouvez représenter par rapport à tous ceux qui sont à Bruxelles et qui ont des... Ah bah moi à Paris on m'a dit tout de suite, oh là là mais vous quatre vous n'êtes pas grand chose par rapport au volume des épices importées. Je vais David et Goliath, rappelez-vous-en. Bon, mais bon on peut y aller qu'à la gueule parce que c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes. Des fois ça marche. Voilà, c'est ce que je me dis après tout. Ah non, un peu mais d'énergie, ça on va marche, y aller. Et quoi. puis... Non, et est-ce que l'aspect différenciation, c'est quelque chose sur lequel ils peuvent être réceptifs ou pas? Parce que bon, l'importation, bon, ok, d'accord, mais il y a la différenciation que vous pouvez apporter. Ouais, là, sur ce dossier-là, on ne pourra aller que sur le sanitaire. On pourra aller sur le sanitaire. C'est comme on se voit, nous, de plus en plus en tant que Piment d'Espelette, on a un détournement de notoriété très fort par les industries qui utilisent notre nom pour des préparations où en fait le pourcentage est vraiment insignifiant. Il y a un décret européen qui a été, des lignes directrices sur les ingrédients qui sont sorties le 16 décembre 2010. Ils nous disent il doit y avoir une typicité qui ressort quand il y a une utilisation d'un produit sous AOP. Point. Qu'est-ce que j'ai comme outil, moi? J'ai quoi? Est-ce qu'on peut me... Alors, il fallait me dire après, il fallait mettre dedans, en tant qu'ingrédient, s'il y a un souci, il faut s'adresser à la cour d'Intel ou avoir recours à des organismes, dégustateurs extérieurs. Enfin, je veux dire, trouver un moyen, quoi. Là, on me dit, ils disent, en général, il faut qu'il y ait une typicité qui ressort si on utilise une appellation d'origine contrôlée en ingrédient. Point final, on ne me donne pas d'outils, donc là aussi, je suis un petit nain, quoi. Ça nous fait une bonne raison de lier la marque basque peut-être, dire deux, trois mots sur votre position. Bon, nous, sur la marque Pays Basque, c'est vrai qu'on vient un petit peu comme les importations dont je vous parlais tout à l'heure. Nous, c'est vrai qu'on s'est regroupé avec Blé, avec Arapitz, avec Doki, avec HLG, la ELB, avec la société Sassou, pour dire non, attention, la marque territoriale, quand il y a eu l'étude de faisabilité, il est toujours ressorti qu'on voulait un produit authentique à l'image de notre région. Authentique et honnête vis-à-vis des consommateurs et aussi vis-à-vis des acteurs qui jouent la carte locale. Il se fait qu'on a travaillé pendant 3 ans, on a fait énormément de contributions en disant que nous, on souhaitait qu'il y ait l'origine de la matière première principale, qu'elle soit issue du Pays Basque. Bon, visiblement, l'évolution actuelle fait qu'on se rend compte que ça va être, cette notion de matière première n'a pas été n'a pas été reconnue. Donc nous, on s'est dégagé. J'espère temporairement, si les gens veulent revenir à plus de bon sens, ou définitivement si on en reste là et que la marque va continuer à se structurer. Alors pour vous donner un exemple concret, pour nous, filières, donc nous sommes regroupés qui veulent un produit local, faire travailler les gens localement, qui veulent avoir un produit vrai. On ne souhaite pas être ambassadeur, encore plus le Piment d'Espelette qui arrive en premier.
on ne veut pas être ambassadeur d'une marque territoriale avec des produits qui vont être, par exemple, une ACHOA, qui est, on sait à l'heure actuelle, parce qu'on a eu des discussions en comité agroalimentaire, une ACHOA où le veau il est issu des pays de l'Est, la tomate d'Italie et le poivron d'Espagne. Puis qu'on dise, on met un sticker dessus en disant voilà, c'est Pays Basque. Non, parce qu'il y aura une confusion dans l'esprit du consommateur, et nous, on ne veut pas être ambassadeur de produits qui n'ont pas cette notion d'origine. Il faut qu'il y ait au moins quelque chose, le produit principal, la viande, surtout qu'ici, il y a beaucoup de veaux ici. Hein, Mais il faut que le transformateur soit aussi du pays. Oui, Par oui. exemple, Là, la fille, C'est pas suffisant. voilà. non, mais ce que je veux dire, il faut lancer l'ensemble de la filière qui va jusqu'au plat fini, qui est dans le pays. Parce que vous Voilà. dites que le veau, il est du Pays Basque, ok, il est élevé sur les terres du Pays Basque, mais s'il est abattu à l'abattoir de Castres. Ah oui, non, dans l'esprit, non, Non, jusqu'alors. attendez. On était bien d'accord, mais c'est pire que ça, c'est que ce sont des producteurs artisans locaux, donc ils disent qu'ils sont basques, il y en a qui sont dans la rue, Voilà. ils disent Tout est ils sont importé, quoi. charcutiers, ils sont charcutiers Ah ouais. d'Espelette, Et et ils transforment ici. ils mettent dans leur tambouille, dans leur recette, de la viande qui vient de n'importe où. Oui, mais elles viennent de n'importe où parce que le problème, si on va sur le problème de la viande, il y a beaucoup de viande aujourd'hui qui arrive d'Allemagne et qui n'est pas transformée en France parce que pour différentes raisons, avec des tâcherons qui eux sont issus des pays de l'Est, dont les veaux, les vaches arrivent des pays de l'Est, on transforme en Allemagne, on tranche, on met sous vide et en frigo et on vient On fait vendre en basculer ici en France. morceaux. Oui, tout à fait. Mais ça, c'est le problème de la filière dans son ensemble de la viande. C'est vrai. D'une certaine manière, si l'abattoir de Bayonne il a fermé, je ne sais pas quand, là, il est totalement fermé, mais il a brûlé, ils l'ont fermé. Aujourd'hui, il reste quoi, Saint-Jean-Pied-de-Port pour les porcs principalement, Pour le le port porc. du Pays Basque. Pour le port basque, oui. Voilà. Pour les agneaux. Pas très loin, il doit y avoir Laurent. Oui, c'est Voilà. Après, c'est le problème de la filière de trouver les éléments qui permettent d'assurer la transformation globale de l'ensemble des produits pour en faire la caractéristique. Le minima, c'est que dans la chose basse, il faut que la viande soit produite du Pays Basque. Voilà, nous c'est ce qu'on a dit. On a dit écoutez, ok, l'histoire, parce qu'on en revient toujours à l'histoire, bon par exemple la Shoah c'est un nom typiquement basque, c'est un savoir-faire typiquement basque, impeccable. Les hommes qui travaillent ici, qui transforment, impeccable. Et puis ça s'est arrêté là. Et là on a dit non. Et on veut l'origine de la matière première. Vous qui êtes étendard, connu, vous ne voulez pas que ce soit galvaudé. Eux, ils ont fait des efforts pour être authentiques. Oui, il faut que le reste. Il faut être vrai. Ben oui, parce que sinon c'est tromper le consommateur. On remonte encore au consommateur, c'est insupportable. Parce que si j'ai bien compris, il y a une marque Pays Basque Qui est en projet. Vous savez que On n'a pas l'art tout à l'heure. dans les concurrences... Il faut comprendre ce qu'elle dit. Voilà. Dans les concurrences, vous savez qu'à l'heure actuelle, il y a de plus en plus il y a une certaine concurrence entre les collectivités territoriales françaises. Donc il y a une... je dirais une mode, mais peut-être que c'est péjoratif. Disons qu'il y a un mouvement à l'heure actuelle de création de marques territoriales diverses. Mais à un tel point, c'est que par exemple, aujourd'hui, nous, on travaille sur la marque territoriale Pays Basque, mais à la dernière réunion au Conseil général, il y avait 2 représentants de la région Aquitaine qui étaient en projet de faire une marque. Et l'Aquitaine, le Pays Basque, au-dessus, le Conseil régional a décidé de faire une marque régionale Sud-Ouest France, C'est deux marques. C'est Ouais. marque Aquitaine et marque Sud-Ouest. avec des critères différents. Ce qui fait que, alors, vous avez quand même aussi un problème de lisibilité du consommateur. Ah ben là, attention, on est sur autre chose. Il y a un aspect politique pour dire, bon, c'est moi qui l'ai fait. Il y a un aspect de poids aussi peut-être. Oui, mais en même temps, cette marque, elle doit avoir des supports. Donc les supports, ils sont sur les produits. Il va y avoir 10 stickers sur la boîte. Et il faut qu'on ait tous les mêmes critères. Et il n'y a pas de raison que nous, producteurs qui avons fait énormément de travail sur notre démarche qualitative, on soit Je vais mixés. vous taquiner, vous n'accepteriez pas que le piment ne s'appelle plus d'Espelette du Pays Basque, mais d'Espelette de l'Aquitaine. Non, mais Ça pourrait arriver. nous, on a une contrefaçon locale, qui est le piment du Pays Basque, qui est un piment hors zone, sans cahier des charges et autres. Donc moi, cette marque territoriale me met encore plus en difficulté. Mais jusqu'alors, dans mes pourparlers au nom du groupe Qualité Aldéac, je n'ai pas du tout mis en avant cette difficulté qui est propre à ma filière. Moi, je l'ai vu plus dans une globalité. Mais c'est vrai que la charte multisectorielle qui a été adoptée sur cette marque territoriale Pays Basque, dans cette charte générale, le mot origine est nulle part. Mais ce qui est important pour vous, c'est votre propre marque. C'est exact.
Piment d'Espelette, et c'est une marque. C'est exact. Déposée, protégée. Qui appartient au syndicat, Vous à avez l'ODG. votre AOC, et Tout à fait. voilà. Moi, je n'en ai pas Après- besoin. Après avoir une marque ombrelle comme ça, d'origine, ça fait pas de mal, mais Je n'en ai pas besoin. Ça va pas vous changer. Vous avez raison. Sauf que peut-être, alors peut-être que Pas c'est une question de aujourd'hui. valeur. Non, c'est de me dire, c'est vrai qu'on a été aidé. Il faut quand même pas être ingrat. On a été aidé par la région quand même pour nous développer. C'est vrai. Ouais. Donc on peut aussi se dire, des gens qui nous ont aidés, on leur renvoie un petit coup d'œil, enfin un petit coup de main, et en même temps on aide une région qui nous a aussi supportés. Le problème c'est qu'il ne faut pas qu'on soit en conflit qualitatif. D'autres acteurs de la région, vous n'étiez pas la région, vous étiez d'autres acteurs, C'est vrai. d'autres filières. C'est vrai. Si elles ne jouent pas le jeu et qu'elles viennent ternir votre image, qui semble être le cas aujourd'hui, Bah voilà. il ne faut pas se précipiter. à mon sens. Voilà. Ah mais on se précipite absolument pas, d'ailleurs on se retire. Pour revenir Voilà. Bon, mais merci. Jamais elle avait dit au début. Est-ce que vous voulez que je vous fasse goûter quand même